Cette maison est trop grande pour un seul homme, Corbin. Vaughan a 3 enfants. Cède les chambres principales à ton frère et déménage au sous-sol. C'est un devoir familial. L'audace pure et simple de sa voix trancha le doux jazz qui jouait dans ma maison intelligente sur mesure, d'une valeur de 2,5 millions de dollars. Ma mère, Deline, se tenait au centre du salon, pointant un doigt manucuré vers ma poitrine. À côté d'elle, mon frère, l'enfant chéri, Vaughan, regardait déjà mes plafonds voûtés comme s'ils lui appartenaient, mesurant presque les murs pour y placer ses propres meubles. Mes jointures blanchirent alors que je serrais la petite télécommande noire, cachée au plus profond de ma poche. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas piqué de crise, mais ce que j'étais sur le point de leur faire allait détruire leur vie fausse et pathétique pour toujours. Prenez un verre d'eau tiède, asseyez-vous, et écoutez-moi vous raconter toute l'histoire. Car pour comprendre pourquoi j'étais prêt à anéantir complètement ma propre chair et mon propre sang, vous devez comprendre l'enfer qu'ils m'ont fait vivre. L'air dans mon salon semblait épais. L'espace était rempli du doux murmure de mes collègues de l'industrie technologique, du tintement des verres en cristal coûteux, et de la lueur chaude et accueillante de l'éclairage encastré. C'était censé être une célébration de ma réussite, une pendaison de crémaillère pour un homme qui s'était extirpé de la misère la plus totale. Mais dès l'instant où ma mère et mon frère ont franchi ces lourdes portes doubles, l'atmosphère est devenue toxique. Ils n'ont pas apporté de cadeaux. Ils n'ont même pas dit félicitations. Vaughan est entré, vêtu d'un costume de créateur qui semblait un peu trop serré à la taille, transpirant abondamment malgré la climatisation fraîche. Sa femme, Sutton, le suivait, les yeux écarquillés en découvrant les comptoirs en marbre importé et le plan d'étage ouvert et massif. Je pouvais voir la cupidité mal dissimulée qui émanait de leurs pores. Ils touchaient les tissus coûteux. Ils inspectaient les appareils haut de gamme. Ils regardaient ma vie, non pas avec une once de fierté, mais avec une faim vorace et écœurante. Deline m'a finalement acculé près de l'immense îlot de cuisine. Elle a arboré ce faux sourire calculateur qu'elle utilisait toujours quand elle voulait manipuler une situation. Elle se positionna parfaitement, de sorte que mes invités, y compris les avocats et les dirigeants très puissants qui m'avaient aidé à bâtir ma fortune, puissent bien l'entendre. Elle voulait jouer le rôle de la sage matriarche, remettant son fils égoïste à sa place. J'ai regardé ses cheveux parfaitement coiffés et ses bijoux coûteux. J'ai regardé Vaughan, qui se tenait légèrement derrière elle, bombant le torse comme s'il avait gagné le droit de respirer l'air de ma maison. Il m'a adressé un petit sourire suffisant, s'attendant pleinement à ce que je baisse la tête et que j'obéisse, exactement comme je le faisais quand j'étais un adolescent terrifié. Un profond sentiment de calme m'a envahi. Ce n'était pas le calme de la soumission. C'était le calme terrifiant et absolu d'un homme qui avait toutes les cartes en main, et qui attendait juste la seconde parfaite pour renverser la table. Je sentais le plastique froid de la télécommande du projecteur dans ma main. Une seule pression sur un bouton, c'est tout ce qu'il faudrait pour faire descendre l'écran monté au plafond, et projeter les secrets les plus sombres et les plus dégoûtants de leur vie devant tous ceux qu'ils essayaient d'impressionner. Mais pour appuyer sur la détente, je devais laisser le souvenir de la nuit la plus sombre de ma vie alimenter mon prochain mouvement. Je devais me souvenir du vent glacial. Je devais me souvenir de la faim qui tordait mon estomac en nœuds. J'ai regardé les yeux exigeants de ma mère et, soudain, je n'étais plus dans un manoir de plusieurs millions de dollars. Mon esprit m'a ramené 14 ans en arrière, me traînant, malgré mes protestations, dans la réalité froide et dure de ma jeunesse. Vous voyez, bien avant que je n'accueille des milliardaires de la tech dans mon salon, j'étais juste un gamin essayant de survivre à un cauchemar. Vous êtes-vous déjà demandé ce que l'on ressent quand on est complètement invisible dans sa propre maison? Dire que ma dynamique familiale était toxique serait l'euphémisme du siècle. Nous avons grandi dans une maison très ordinaire, totalement banale, en banlieue. Mon père, Évandé, était un homme passif et silencieux qui détestait les conflits plus qu'il n'aimait ses enfants. Quand j'étais jeune, il en a finalement eu assez des reproches incessants de ma mère et de son obsession pour le statut social. Il a fait ses valises, a demandé le divorce, et s'est pratiquement enfui, me laissant piéger dans une maison dirigée par une narcissique. Chez nous, il y avait un système de caste rigide et inébranlable. Vaughan était l'enfant chéri. Il était plus âgé, il était bruyant, et selon ma mère, il était destiné à de grandes choses. Moi, j'étais juste la pièce de rechange. J'étais le gamin silencieux qui restait en arrière-plan, essayant de ne pas prendre trop de place. Deline avait créé un musée de la douleur, et chaque jour de mon enfance n'était qu'une nouvelle exposition montrant à quel point je comptais peu.
L'exposition numéro 1 fut ma remise de diplôme du lycée. Je m'étais épuisé au travail, veillant chaque nuit jusqu'à 3 heures du matin, étudiant à la faible lueur d'une lampe de bureau cassée. J'ai été major de ma promotion. Je me tenais sur cette estrade, portant ma toge de location bon marché, regardant la mer de parents fiers, en attendant d'apercevoir ma mère. La chaise que je lui avais réservée était vide. Quand je suis rentré seul à la maison, mon diplôme à la main, j'ai trouvé Deline et Vaughn dans le salon en train de rire. Vaughn avait échoué à 2 cours et avait à peine réussi à obtenir son diplôme. Pourtant, posé sur la table basse devant lui, se trouvait un écrin de velours ouvert contenant une montre Rolex de 8 000 $. Deline avait manqué mon discours de major de promotion pour emmener l'enfant chéri dans un spa de luxe et une bijouterie. Elle n'a même pas levé les yeux quand je suis entré. Elle m'a juste dit de sortir les poubelles. L'exposition numéro 2 reposait en permanence sur mon visage. Quand j'avais 15 ans, ma vue a commencé à se brouiller. J'ai dit à ma mère que j'avais besoin de nouvelles lunettes. Elle a soupiré lourdement, s'est plainte du fardeau financier que je représentais, et m'a acheté les montures en plastique les moins chères et les plus épaisses d'un magasin discount. Un mois plus tard, Vaughn s'est accidentellement assis dessus et a cassé la monture en plein milieu. Deline a refusé de les remplacer. Pendant 2 années entières, je me suis promené au lycée avec mes lunettes tenues par un gros morceau de ruban adhésif, endurant les moqueries incessantes de mes camarades. Le même mois, elle a acheté à Vaughn un ensemble de clubs de golf en titane sur mesure, parce qu'il avait mentionné qu'il pourrait vouloir essayer de jouer avec ses amis riches. L'exposition numéro 3, c'était les singes volants. Deline adorait jouer la victime auprès de sa famille, en particulier de ma tante Zola. Zola était une femme amère et curieuse qui se nourrissait de drames. Chaque fois que je faisais quelque chose d'un tant soit peu déplacé, comme demander une 2e portion au dîner après une longue journée de corvée, Deline appelait Zola en pleurant. 10 minutes plus tard, mon téléphone sonnait. Zola me hurlait dessus, me traitant de sangsue ingrate, me disant que j'avais de la chance que ma mère me permette même de vivre sous son toit. On me gaslightait pour me faire croire que ma simple existence était un inconvénient. Mes réussites étaient complètement ignorées tandis que mes plus petites erreurs étaient amplifiées au rang de crimes fédéraux. J'ai appris très tôt que je ne pouvais pas compter sur eux pour l'amour, le soutien, ou la simple décence humaine. J'ai accepté la réalité que j'étais entièrement seul. J'ai arrêté de demander des choses. J'ai arrêté de partager ma vie avec eux. J'ai simplement gardé la tête baissée, verrouillé la porte de ma chambre, et je me suis concentré entièrement sur ma stratégie de sortie. Je ne voulais pas être millionnaire à l'époque. Je ne me souciais pas des manoirs ou des voitures de luxe. Tout ce que je voulais, c'était m'échapper. Je voulais une vie tranquille où personne ne me crierait dessus, où personne ne me ferait sentir comme un fardeau. Et j'avais un plan. J'avais un ticket d'or pour sortir de cette maison misérable. Et je le protégeais de ma vie. Mais j'étais naïf. J'avais sous-estimé jusqu'où une mère narcissique irait pour maintenir l'illusion de la perfection de son fils préféré. Que faites-vous lorsque la personne qui est censée protéger votre avenir décide de le massacrer à la place? À l'âge de 18 ans, je travaillais par quart de 12 heures dans un immense entrepôt logistique à la périphérie de la ville. Pendant que les autres jeunes de mon âge allaient à des fêtes et s'inquiétaient pour le bal de promo, je conduisais un chariot élévateur dans un bâtiment en métal qui ressemblait à un four en été et à un congélateur en hiver. Je rentrais tous les soirs en sentant les gaz d'échappement, la poussière de carton et la sueur bon marché. J'avais les mains couvertes de callosité et le dos constamment endolori, mais je ne me souciais pas de la douleur. Je souriais malgré l'épuisement car je savais que c'était temporaire. J'avais une arme secrète. Quand mon grand-père est décédé des années auparavant, il avait vu ce qui se préparait. Il savait qu'Evander était faible et que Deline était avide. Il a donc créé un fonds en fiducie spécifiquement pour mon éducation. C'était un compte entièrement bloqué contenant 150 000 $. L'argent était destiné à couvrir 4 années complètes de frais de scolarité dans une grande université d'ingénierie, plus le logement et les frais de subsistance. Comme j'étais mineur à sa mort, Deline a été nommé dépositaire légal du compte, mais les stipulations étaient très claires. L'argent ne devait être utilisé que pour mes études universitaires, et il serait légalement transféré sous mon contrôle total à la minute où j'aurais 18 ans et que je serais inscrit à l'université. Ce compte était mon phare dans la nuit. Chaque fois que mon dos hurlait de douleur après avoir soulevé de lourdes caisses, je pensais à ces 150 000 $. Chaque fois que Vaughn paradait dans la maison en se moquant de mes bottes de travail sales,
Je pensais au jour où je ferai mes valises, passerai la porte d'entrée, et ne regarderai jamais en arrière. Pendant ce temps, Vaughn vivait un mirage absolu. Il avait réussi, on ne sait comment, à se faire embaucher comme agent immobilier de luxe. Sur le papier, cela semblait incroyablement impressionnant. En réalité, c'était pathétique. Il dépensait des milliers de dollars en costumes Armani sur mesure, louait une voiture de luxe qu'il ne pouvait pas se permettre, et passait ses journées à inviter de riches clients à des déjeuners coûteux. Mais il ne concluait jamais aucune affaire. Il était nul dans son travail. Il était paresseux, arrogant, et s'attendait à ce que le succès lui tombe tout cuit dans le bec parce qu'il était beau. Toute sa vie était une production théâtrale soigneusement construite. Et la spectatrice principale était sa nouvelle femme, Sutton. Sutton venait d'une famille très riche et très respectable. Elle ignorait complètement notre véritable situation financière. Elle pensait que Vaughn était un agent immobilier indépendant très prospère. Elle pensait que Deline était une matriarche chic et aisée. Vaughn était terrifié à l'idée que Sutton découvre qu'il était en fait fauché, vivant d'un chèque de paie à l'autre et dépendant fortement de Deline pour payer le leasing de sa voiture. À l'approche de mon 18e anniversaire, la tension dans la maison était étrange. Vaughn cherchait frénétiquement à acheter une maison. Il avait convaincu Sutton qu'ils avaient besoin d'un immense manoir tentaculaire dans la banlieue la plus chère pour fonder leur famille. Le problème, c'est que Vaughn n'avait absolument aucune économie. Il avait un très mauvais crédit pour avoir maximisé ses cartes de crédit en vêtements de marque pour maintenir les apparences. Je me souviens être passé devant la cuisine tard dans la nuit et avoir entendu des chuchotements furieux et étouffés entre Deline et Vaughn. Ils étaient penchés sur la table de la cuisine, fixant un écran d'ordinateur portable, l'air stressé et désespéré. Je les ai ignorés. Ce n'était pas mon problème. J'étais à quelques jours de mon anniversaire. J'avais déjà reçu ma lettre d'acceptation au programme de génie informatique de l'Université d'État. Mes bagages étaient pratiquement faits dans ma tête. Je suis entré dans l'agence bancaire locale un mardi matin glacial, exactement 3 jours après mon 18e anniversaire. Je portais ma sale veste d'entrepôt, tenant ma lettre d'acceptation universitaire fraîchement imprimée et ma carte d'identité. Mon cœur battait à tout rompre, rempli d'une joie pure et sans mélange. Je me suis approché de la guichetière, je lui ai remis mes documents, et je lui ai demandé d'initier le transfert du fonds en fiducie de 150 000 $ sur mon compte courant personnel. La guichetière a souri, a tapé sur son clavier, puis s'est arrêtée. Son front s'est plissé. Elle a cliqué plusieurs fois sur sa souris, se penchant plus près de l'écran. Elle a levé les yeux vers moi avec une expression confuse et légèrement apitoyée. Le mot qu'elle a prononcé ensuite a arrêté mon cœur net. J'ai senti le sang quitter mon visage et tout le hall de la banque a commencé à tourner. Avez-vous déjà senti le sol disparaître physiquement sous vos pieds? La guichetière a baissé la voix, regardant nerveusement autour d'elle. Je suis désolé, monsieur, mais il doit y avoir une erreur. Le solde de ce compte en fiducie est de 0. Les fonds ont été entièrement retirés via un virement bancaire massif il y a 2 semaines par la dépositaire du compte. Mon cerveau a court-circuité. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus comprendre le français. Je me suis agrippé au bord du comptoir en marbre pour ne pas m'effondrer. Je lui ai demandé d'imprimer le relevé. Mes mains tremblaient violemment en lisant le texte en noir et blanc. 150 000 $. Parti. Anéanti. Je suis sorti de la banque en courant. Je me suis jeté dans ma vieille Honda Civic rouillée de 15 ans et j'ai conduit comme un fou jusqu'à la maison. J'ai claqué la porte d'entrée si fort que les cadres sur les murs ont tremblé. J'ai marché droit vers le salon. Deline était assise sur le canapé, se limant calmement les ongles en regardant un talk show de l'après-midi. « Où est mon argent ?» ai-je rugi, ma voix se brisant sous l'effet d'une panique que je n'avais jamais connue. Elle n'a pas bronché. Elle a lentement soufflé la poussière de ses ongles, levant enfin les yeux vers moi avec un regard aussi froid que celui d'un poisson mort. « Oh, s'il te plaît, baisse la voix, Corbin. Tu me donnes mal à la tête. » « Où est le fonds en fiducie de mon grand-père ?» ai-je crié à nouveau, m'approchant d'elle. Elle a soupiré, posant la lime à ongles sur la table basse. Vaughn avait besoin de sécuriser le manoir. Sutton commençait à poser des questions sur le fait qu'ils étaient toujours en location. S'il n'avait pas versé un acompte en espèces massif pour garantir l'hypothèque, il aurait perdu la maison. Et la famille de Sutton aurait réalisé qu'il avait des difficultés.
Cet argent est l'argent de la famille. Et en tant que matriarche, j'ai décidé qu'il était mieux utilisé pour protéger le mariage de ton frère. Je la fixai. Le monstre était assis juste en face de moi, admettant nonchalamment avoir massacré toute ma vie pour acheter des briques et du mortier pour son enfant préféré. Mais c'est mon argent, m'écriai-je, des larmes de pure rage me brûlant les yeux. C'était pour mon diplôme d'ingénieur. Tu as volé mon avenir. Deline se leva, son visage se tordant en un masque de mépris pur et méchant. Tu n'as pas besoin d'un diplôme d'ingénieur coûteux. Tu es déjà doué pour conduire ce petit chariot élévateur. Retourne à l'entrepôt, fais quelques heures supplémentaires, et va dans un collège communautaire dans quelques années. La famille passe avant tout, Corbin. Arrête d'être si incroyablement égoïste. Quelque chose en moi a craqué. Les années de violence psychologique, les lunettes rafistolées, les remises de diplômes manqués, le dénigrement sans fin. Tout cela a débordé en une rage explosive et aveuglante. J'ai ramassé un lourd vase en céramique antique sur la table d'appoint, une stupide antiquité familiale à laquelle elle tenait plus qu'à ma vie, et je l'ai projeté contre la cheminée en briques. Il s'est brisé en 1 million de morceaux avec un fracas assourdissant. Deline a poussé un cri strident, reculant. Animal violent et ingrat. Sors. Sors de ma maison tout de suite. Tu as 18 ans. Tu es un adulte. Fais tes pathétiques petites valises et sors avant que j'appelle la police. Elle ne bluffait pas. Je me suis précipité dans ma minuscule chambre, j'ai attrapé un sac de sport, et j'y ai fourré mes quelques paires de jeans, mes bottes de travail et mon ordinateur portable. Je suis passé devant elle sans dire un seul mot. J'ai ouvert la porte d'entrée et je suis sorti dans l'hiver brutal et hurlant de Boston. La première nuit fut pure adrénaline et choc. J'ai conduit jusqu'à l'arrière d'un parking de supermarché ouvert 24 heures sur 24, essayant de me cacher sous la lueur d'un lampadaire vacillant. J'ai incliné mon siège conducteur et j'ai remonté ma fine veste d'entrepôt jusqu'à mon menton. Mais quand le soleil s'est couché, la véritable horreur de ma réalité s'est installée. Avez-vous déjà essayé de dormir dans une voiture pendant un blizzard? Le froid ne fait pas que vous entourer. Il vous traque activement. Il s'infiltre à travers les portes en métal, grimpe le long de vos jambes et s'installe au plus profond de vos os. Peu importe à quel point vous vous recroquevillez, vous ne pouvez pas y échapper. Je me réveillais toutes les 45 minutes, tout mon corps convulsé par de violents frissons. Mes dents claquaient si fort que ma mâchoire me faisait mal. Je devais allumer le moteur pendant 10 minutes juste pour faire tourner le chauffage, assis dans le noir, priant pour que le réservoir d'essence ne se vide pas, car l'essence signifiait de l'argent, et l'argent était quelque chose que je n'avais plus. La torture physique était atroce, mais l'isolement mental était pire. Je regardais les gens sortir de l'épicerie avec des sacs pleins de nourriture chaude, riant avec leur famille, montant dans des voitures chaudes. Ils regardaient mes vitres givrées et détournaient rapidement le regard. J'ai réalisé à quel point on devient complètement invisible quand on passe à travers les mailles du filet de la société. Mon téléphone n'a jamais sonné. Deline n'a jamais envoyé de texto pour savoir si j'étais mort. Vaughn n'a jamais appelé. J'étais entièrement abandonné. Mais l'univers n'en avait pas encore fini de me punir. Juste au moment où je pensais avoir touché le fond, j'ai trouvé une trappe. Pendant 3 semaines, ce parking gelé a été mon univers entier. Ma routine était un misérable cycle de survie. Je me réveillais à l'aube, les articulations raides et douloureuses à cause du froid. Je me rendais dans une salle de sport locale bon marché où j'avais un abonnement mensuel de 15 $. Je restais sous la douche chaude aussi longtemps que je pouvais le supporter, laissant l'eau bouillante dégeler la glace dans mes veines. Je lavais mon unique tenue de rechange dans l'évier public et la séchais sous le bruyant sèche-main. Je me regardais dans le miroir. Mes joues étaient creuses. Mes yeux étaient cernés de profonds cercles violets foncés. Je ressemblais à un cadavre ambulant. Je ne pouvais pas aller à l'université. J'ai perdu ma place dans le programme d'ingénierie parce que je ne pouvais pas payer la compte sur les frais de scolarité. J'ai continué à travailler à l'entrepôt logistique, prenant chaque heure supplémentaire que je pouvais supplier le directeur de me donner. Je vivais de pots de beurre de cacahuètes bon marché et de pain en promotion. Chaque dollar que je gagnais allait dans un compte bancaire caché. Le désespoir m'a poussé à trouver une issue. Je suis allé dans une bibliothèque locale lors de mon jour de congé, utilisant l'Internet gratuit pour demander des prêts étudiants privés.
Je me suis dit que si je pouvais obtenir un prêt pour couvrir un appartement bon marché et les frais de scolarité de base, je pourrais encore aller à l'école à temps partiel. J'ai rempli les demandes méticuleusement, détaillant mes revenus de l'entrepôt. J'ai cliqué sur Envoyer et j'ai attendu l'email d'approbation. 2 jours plus tard, la réponse est arrivée. Ce n'était pas une approbation. C'était un avis de refus rouge vif. Raison, dette délictueuse grave et historique de crédit ruiné. Je fixai l'écran de l'ordinateur de la bibliothèque, le front plissé d'une profonde confusion. Historique de crédit ruiné. J'avais 18 ans. Je n'avais jamais eu de carte de crédit de ma vie. Je n'avais jamais contracté de prêt automobile. Je n'avais même pas de forfait de téléphone portable post-payé. Comment pouvais-je avoir un mauvais crédit? Mes mains se mirent à trembler alors qu'une appréhension écœurante et lourde m'envahissait. J'ai payé une petite somme pour obtenir mon rapport de crédit officiel et détaillé. La page web se chargea lentement. J'ai fait défiler l'écran et mon souffle s'est brusquement coupé dans ma gorge. Le cauchemar n'était pas terminé. Il évoluait simplement en quelque chose de bien plus sinistre. Selon le bureau de crédit officiel, j'avais 5 cartes de crédit actives et un prêt personnel massif directement lié à mon numéro de sécurité sociale. Le solde total impayé était stupéfiant, 80 000 $. Tous les comptes étaient gravement en retard, accumulant des frais de retard insensés et des taux d'intérêt de pénalité chaque jour. J'ai cliqué sur les historiques de transactions, mes yeux parcourant la liste terrifiante des achats. Les frais ont commencé exactement au moment où Vaughn a acheté sa nouvelle maison. 15 000 $ dans un magasin de meubles italiens de luxe. 10 000 $ dans un centre d'électroménager haut de gamme. Une charge massive pour des lustres en cristal sur mesure. Une autre charge pour une entreprise d'aménagement paysager professionnel. Il ne fallait pas être un génie pour faire le lien. La vérité m'a frappé comme un train de marchandises à grande vitesse. Deline n'avait pas seulement vidé mon fonds en fiducie de 150 000 $ pour la compte. Ce n'était pas suffisant pour le faux style de vie luxueux de Vaughn. Elle avait fouillé dans ses dossiers, pris mon numéro de sécurité sociale, falsifié ma signature et volé toute mon identité pour meubler son tout nouveau manoir. Une vague de nausée m'a frappé si fort que j'ai dû courir aux toilettes de la bibliothèque et vomir dans le lavabo. Ce n'était pas seulement du vol. C'était un coup de poignard fatal dans le dos de la part de ma propre chair et de mon propre sang. Il savait exactement où j'étais. Il savait que j'étais dehors dans la neige glaciale, dormant dans une boîte en métal, frissonnant jusqu'à ce que mes muscles se contractent, mourant de faim avec du beurre de cacahuète. Et pendant que je souffrais, il détruisait activement le peu d'avenir qu'il me restait, juste pour que Vaughn puisse s'asseoir sur un canapé en cuir véritable et paraître riche pour sa femme. Je me suis relevé, m'agrippant au bord du lavabo. J'ai regardé mon reflet. L'adolescent triste, brisé et frigorifié avait disparu. Le chagrin s'était entièrement évaporé. Il avait été complètement consumé, remplacé par une haine froide, vive et terrifiante. J'ai arrêté de pleurer. Mes larmes se sont taries définitivement. Je suis retourné à l'imprimante de l'ordinateur et j'ai imprimé chaque page de ce rapport de crédit, chaque demande falsifiée, chaque historique de transaction. Je ne connaissais pas grand-chose à la loi, mais je savais ce qu'était la fraude. J'ai rassemblé l'énorme pile de papier, j'ai mis ma fine veste et je suis sorti directement dans le vent glacial. J'allais à la guerre, mais j'avais besoin d'une stratégie, et j'étais sur le point de trouver un allié à l'endroit le plus inattendu. Je ne suis pas allé directement à la police. Je devais d'abord aller travailler à l'entrepôt. Je fonctionnais sans sommeil, entièrement alimenté par un mélange toxique d'adrénaline et de haine pure. J'ai sauté sur mon chariot élévateur, déplaçant de lourdes palettes de pièces de machine. Mais mon corps me lâchait. La malnutrition et les nuits glaciales m'avaient finalement rattrapé. En conduisant dans une allée calme, ma vision s'est brouillée. Les bords de mon champ de vision sont devenus noirs. J'ai freiné juste à temps avant de m'effondrer sur le volant, m'évanouissant complètement. Je me suis réveillé sur un canapé miteux dans la salle de pause de l'entrepôt. Un petit radiateur électrique était pointé directement sur moi, projetant une chaleur glorieuse et salvatrice sur mes jambes gelées. Assis sur une chaise pliante en face de moi se trouvait Gideon. Gideon était le directeur de l'entrepôt. C'était un type dur et bourru d'une 50aine d'années qui souriait rarement. Il m'a tendu une tasse de café noir bien chaud et un sandwich bien garni. « Mange » ordonna-t-il sèchement. On dirait qu'une brise te briserait en deux.
J'ai vérifié ta voiture sur le parking, des couvertures sur la banquette arrière, de la glace à l'intérieur des vitres. Depuis combien de temps tu dors là dehors, gamin? J'étais trop épuisé pour mentir. J'ai pris une énorme bouchée du sandwich et j'ai craqué. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé du fonds en fiducie, du manoir, des nuits d'hiver, et enfin des 80 000 $ d'usurpation d'identité frauduleuse. Gideon est resté assis là, à écouter en silence. Il n'a pas offert de pitié vaine. Il ne m'a pas donné de platitudes inutiles. Quand j'ai eu fini, Gideon s'est penché en avant. Écoute-moi, Corbin. J'étais ingénieur logiciel avant que la bulle Internet ne me ruine, et j'ai fini par gérer cet entrepôt poussiéreux. Je reconnais un gamin intelligent quand j'en vois un. Tu as un cerveau. Ta famille a peut-être volé ton argent, mais ils ne peuvent pas voler ton intelligence. Tu vas dormir sur mon canapé dans ma chambre d'amis jusqu'à ce que tu te remettes sur pied, et ensuite nous allons arranger ça. Cette nuit-là, j'ai dormi dans un vrai lit pour la première fois en un mois. La sensation d'une couverture épaisse et d'un oreiller moelleux était indescriptible. Gideon est devenu le mentor dont j'avais désespérément besoin. Il m'a aidé à élaborer un plan. Le lendemain matin, j'ai pris mon énorme pile de papiers imprimés et je suis entré dans le commissariat de police local. Je me suis assis en face d'un détective à l'air fatigué et j'ai tout exposé. Les rapports de crédit, l'adresse de ma mère, l'adresse de Vaughan, et une déclaration sous serment. Le détective a examiné les documents, a soupiré lourdement et s'est frotté les tempes. Usurpation d'identité par un parent. Ça arrive plus souvent que tu ne le penses, gamin. C'est béton. Nous avons assez de preuves pour arrêter ta mère pour crime grave dès demain matin. Ton frère serait probablement impliqué comme complice pour recel de biens volés. Entendre les mots « arrestation pour crime » a rendu tout cela incroyablement réel. Une partie sombre et vengeresse de mon âme voulait voir la police défoncer la porte de Deline. Mais Gideon m'avait prévenu. Il m'a appris à penser stratégiquement. Si Deline allait en prison, la dette serait bloquée dans des litiges complexes pendant des années. Mon score de crédit resterait totalement détruit pendant que les tribunaux se battraient à ce sujet. Je ne pourrais pas obtenir de prêt étudiant, louer un appartement décent, ou avancer dans ma vie. J'ai regardé le détective droit dans les yeux. Je veux conclure un marché, ai-je dit, la voix ferme. Je ne porterai pas plainte pour le moment. J'assumerai la responsabilité de la dette et je la rembourserai moi-même. Le détective a froncé les sourcils profondément. Mon garçon, c'est 80 000 $. Tu travailles dans un entrepôt. Tu vas gâcher ta vingtaine à rembourser ça. Je sais, ai-je répondu froidement. Mais j'ai besoin que mon crédit soit un jour nettoyé pour démarrer une entreprise. Je paierai, mais en échange, je veux que tout ce dossier soit officiellement documenté. La fraude, les signatures falsifiées, les adresses IP utilisées pour ouvrir les comptes. Je veux que ce soit enregistré en permanence dans les dossiers de la police. Et je veux une ordonnance restrictive en béton contre ma mère et mon frère. Ils ne peuvent plus jamais me contacter. Le détective a vu la détermination pure et inflexible dans mes yeux. Il a hoché lentement la tête. Je peux faire en sorte que ça arrive. Mais tu portes une bombe massive sur ton dos. Je suis sorti de ce poste de police avec une montagne de dettes qui n'étaient pas les miennes. Mais je suis aussi sorti avec une arme nucléaire. J'avais un dossier légal officiel et permanent de leurs crimes, dormant dans un coffre-fort, prêt à être détonné quand je le choisirais. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai passé les 14 années suivantes à me transformer en un monstre de productivité, à bâtir un empire à partir de rien, me préparant pour le jour où je les reverrai. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de laisser un commentaire avec le nom de la ville où vous habitez. Chaque commentaire aide la vidéo à toucher plus de spectateurs. Merci beaucoup. Les 4 années suivantes de ma vie ont été un flou d'épuisement absolu et abrutissant. Je n'ai pas eu d'expérience universitaire. Je ne suis pas allé à des soirées de fraternité. Je ne suis pas sorti avec des filles. Et je n'ai pas pris de vacances de printemps à la plage. Toute mon existence a été réduite à un emploi du temps brutal de survie et de travail acharné. Je travaillais 100 heures par semaine. Pendant la journée, j'étais toujours à l'entrepôt logistique, conduisant le chariot élévateur, déplaçant de lourdes palettes en bois, et transpirant dans mes chemises bon marché. Mais dès que mon quart de travail se terminait, je n'allais pas dormir.
J'allais directement au petit bureau dans la chambre d'amis de Gideon. J'ouvrais mon ordinateur portable bon marché qui surchauffait et j'apprenais à coder par moi-même. J'ai dévoré tous les tutoriels en ligne gratuits, tous les manuels que je pouvais trouver à la bibliothèque locale, et tous les forums de codage sur Internet. Gideon et moi avions remarqué des inefficacités massives et flagrantes dans la manière dont l'entrepôt gérait les stocks et les itinéraires d'expédition. Des millions de dollars étaient gaspillés chaque année parce que le logiciel de logistique utilisé par le siège social était obsolète et incroyablement lourd. Nous avons donc décidé de créer le nôtre. Nous avons passé d'innombrables nuits blanches, jusqu'à 4 heures du matin, alimentés par du café noir et un pur désespoir, écrivant des milliers de lignes de code pour créer une plateforme d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement interentreprises. Mais pendant que je me tuais littéralement à la tâche, essayant de construire un avenir tout en remboursant simultanément les mensualités minimales d'une dette frauduleuse de 80 000 $, Deline n'en avait pas fini d'essayer de tirer du sang d'une pierre. C'était la mi-avril, la saison des impôts. J'avais rempli ma déclaration de revenus en avance, espérant désespérément un petit remboursement pour pouvoir acheter un nouveau disque dur pour mon ordinateur portable mourant. Mais quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre de rejet officielle du gouvernement. La raison invoquée était que mon numéro de sécurité sociale avait déjà été déclaré comme personne à charge sur la déclaration de revenus de quelqu'un d'autre. Je savais exactement de qui il s'agissait. Deline. Elle essayait de me déclarer comme personne à charge financière pour obtenir un plus grand remboursement d'impôts pour elle-même. Elle disait essentiellement au gouvernement fédéral qu'elle subvenait activement à mes besoins en matière de logement, de nourriture et d'éducation. Alors qu'en réalité, j'avais été sans abri, affamé, et je me tuais au travail pour rembourser la dette massive qu'elle m'avait illégalement mise sur le dos. C'était la gifle ultime et écœurante. Cela prouvait qu'à ses yeux, je n'étais pas un être humain. J'étais juste un distributeur automatique de billets ambulants, un outil à exploiter jusqu'à ce que je craque. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas crié. J'en avais fini de réagir émotionnellement à ces abus. J'ai pris une matinée de congé à l'entrepôt et je suis entré directement dans une clinique d'aide juridique gratuite en ville. Un jeune étudiant en droit, vif et agressif, a écouté mon histoire, a regardé l'énorme dossier de police que j'avais avec moi, et a souri d'un sourire très dangereux. Nous avons rédigé une lettre de mise en demeure brutale et terrifiante. Nous l'avons formellement menacé de poursuite par les enquêteurs de la fraude fiscale fédérale, citant clairement les rapports de police existants concernant l'usurpation d'identité. Nous avons déclaré que si elle ne modifiait pas immédiatement sa déclaration de revenus et ne retirait pas mon nom, nous remettrions l'intégralité du dossier à l'internal Revenu Service et les laisserions la jeter en prison fédérale. Nous avons envoyé la lettre par courrier recommandé, l'obligeant à signer physiquement le reçu à sa porte d'entrée. Je n'ai jamais eu de réponse de sa part. Mais 2 jours plus tard, mon problème fiscal a été magiquement résolu, et mon petit remboursement est arrivé sur mon compte bancaire. La dynamique avait officiellement changé. Elle a réalisé que je n'étais plus le petit garçon terrifié sur lequel elle pouvait crier. Je me défendais en utilisant la loi, et elle était absolument terrifiée par la trace écrite que je possédais. Cette petite victoire m'a donné un avant-goût du pouvoir. Elle a attisé le feu dans ma poitrine. J'ai déversé toute ma colère, tout mon traumatisme et toute mon hypervigilance dans le logiciel que Gideon et moi étions en train de construire. Nous l'avons appelé Apex Logistique. C'est devenu mon obsession. C'était ma façon de prendre le contrôle du traumatisme financier que ma famille m'avait infligé. Nous avons commencé à tester le logiciel dans notre propre entrepôt. Les résultats ont été instantanés. Les délais de livraison ont chuté de 20%. Les pertes de stock ont été presque entièrement éliminées. Les patrons de l'entreprise l'ont remarqué. Le mot a commencé à se répandre dans la hiérarchie. Et bientôt, nous présentions notre plateforme aux directeurs régionaux, puis aux directeurs nationaux. Nous avons quitté nos emplois à l'entrepôt, contracté un petit prêt commercial, et commencé à vendre le logiciel à d'autres entreprises de logistique. La croissance a été explosive. L'économie était difficile, les prix du carburant augmentaient, et chaque entreprise de transport avait désespérément besoin d'un moyen de réduire les coûts. Apex Logistique était la solution parfaite au moment parfait. Mais même si l'entreprise grandissait, je portais toujours la dette de 80 000 $. Elle me soufflait dans le cou chaque jour, un rappel constant des gens qui m'avaient jeté. Je me demandais combien de temps je devrais porter leurs péchés sur mon dos. Quand serais-je enfin libre? La percée a eu lieu 5 ans après le lancement officiel d'Apex Logistique.
Nous avions agrandi notre équipe, déménagé dans un bureau élégant en centre-ville, et obtenu des contrats avec 3 des plus grandes sociétés de fret du pays. Je ne portais plus de bottes de travail sales. Je portais des costumes sur mesure, assis dans des salles de conseil en face d'hommes portant des montres chères, négociant des contrats de licence pluriannuels. Puis le jour qui a changé ma vie pour toujours est enfin arrivé. Gideon et moi avons été convoqués dans une immense salle de conférence vitrée au siège d'un conglomérat mondial du transport. Nous étions assis en face de leur conseil d'administration. Ils utilisaient notre logiciel depuis 6 mois et les données étaient indéniables. Nous leur avions fait économiser des dizaines de millions de dollars en coûts d'exploitation. Le PDG, un homme impitoyable qui ne perdait pas de temps en bavardage, m'a regardé et a fait glisser un épais dossier manie sur la table en acajou poli. « Nous ne voulons plus de licence, Corbin, a-t-il dit doucement. Nous voulons le posséder. Nous voulons acheter Apex Logistique entièrement, et nous voulons vous intégrer, vous et Gideon, dans notre infrastructure mondiale en tant que cadre supérieur. » J'ai ouvert le dossier. Quand j'ai vu le chiffre imprimé sur le contrat, mes poumons ont tout simplement cessé de fonctionner. J'ai oublié comment respirer. C'était une offre d'acquisition de 35 millions de dollars. Nous avons signé les papiers 2 semaines plus tard. Le jour où le virement a été officiellement effectué et est arrivé sur mon compte bancaire personnel. J'ai verrouillé la porte de mon bureau, je me suis assis dans mon fauteuil en cuir, et j'ai juste fixé l'écran de l'ordinateur pendant 1 heure. 8 chiffres. J'avais 28 ans, et j'étais multimillionnaire. La toute première chose que j'ai faite n'a pas été d'acheter une voiture de sport. Je n'ai pas acheté de montre chère ni réservé de vacances de luxe. J'ai ouvert un nouvel onglet sur mon navigateur, je me suis connecté au portail du service de la dette, et j'ai remboursé l'intégralité du solde restant de cette dette frauduleuse massive. J'ai cliqué sur le bouton de confirmation et j'ai regardé les chiffres rouges descendre jusqu'à 0. Un poids physique s'est soulevé de ma poitrine, une pression écrasante que je portais depuis cette nuit d'hiver glacial. J'ai littéralement halté, les larmes piquant au coin de mes yeux. J'étais libre. J'étais enfin vraiment libre des chaînes que Deline avait enroulées autour de mon cou. Avec ma nouvelle richesse, j'ai décidé qu'il était temps d'établir mes racines. Je voulais une forteresse, un endroit qui m'appartenait entièrement, un endroit où personne ne pourrait jamais me dire que je n'avais pas ma place. J'ai passé des mois à chercher avant de le trouver. J'ai acheté un manoir tentaculaire, ultramoderne et high-tech dans une prestigieuse communauté fermée. Le prix était de 2,5 millions de dollars, payé entièrement en espèces. C'était magnifique. Il avait d'immenses plafonds voûtés, des fenêtres du sol au plafond, un système de sécurité de pointe, et un jardin qui ressemblait à un complexe de luxe. C'était 3 fois la taille de la maison que Deline avait volé mon fonds en fiducie pour acheter pour Vaughan. Alors que je parcourais les immenses pièces vides, sentant la peinture fraîche et les parquets en bois importés, une étrange pensée sombre s'est glissée dans mon esprit. J'avais gagné. J'avais survécu à la voiture gelée, à la faim, à la trahison et à la dette écrasante. J'avais bâti un empire à partir de la boue dans laquelle il m'avait poussé. Mais la victoire semblait incomplète. Deline et Vaughan ne le savaient pas. Ils vivaient probablement encore dans leur bulle toxique d'illusion, pensant que j'étais un échec misérable qui n'avait rien accompli. J'ai alors réalisé que simplement passer à autre chose n'était pas suffisant pour moi. J'avais besoin qu'ils voient exactement qui ils avaient jeté. J'avais besoin qu'ils regardent mon immense succès, le comparent à leur vie misérable, et s'étouffent de leurs propres regrets amers. Il était temps d'inviter les araignées dans ma toile. Planifier la pendaison de crémaillère est devenu mon projet stratégique ultime. J'ai engagé les traiteurs les plus chers de la ville. J'ai invité mes amis proches, mes collègues de l'industrie de la tech, les dirigeants du conglomérat, et bien sûr, Gideon. Mais les noms les plus importants sur cette liste d'invités étaient Deline, Vaughan et Sutton. J'ai fait imprimer les invitations sur du papier cartonné lourd et coûteux, gaufré alors. Je voulais qu'ils sentent la richesse juste en tenant l'enveloppe. Je les ai postés, sachant parfaitement que Deline ne pourrait pas y résister. La pure curiosité brûlante de voir où vivait le fils qu'elle avait abandonné la rongerait. Et je savais que Vaughan entraînerait Sutton avec lui car il ne pourrait jamais refuser une fête gratuite remplie de gens riches avec qui il pourrait essayer de réseauter. Le piège était parfaitement tendu. L'appât pendait. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre que les monstres franchissent ma porte d'entrée. Mais avant leur arrivée, je devais savoir exactement quelle était leur situation financière actuelle.
Que faisait vraiment l'enfant chéri ces jours-ci? Avant la fête, j'avais besoin d'informations solides. Je n'avais pas parlé à ma famille depuis plus d'une décennie. J'ai donc contacté la seule personne qui pouvait connaître la vérité, mon père. Je l'ai retrouvé dans un restaurant chic et calme en dehors de la ville. Il avait l'air beaucoup plus âgé, profondément fatigué, portant la lourde culpabilité d'un homme qui savait qu'il avait abandonné son fils à un monstre. Après une heure d'excuses maladroites et de choc absolu de sa part face à ma réussite, je suis allé droit au but. « Comment vont Deline et Vaughn ?» ai-je demandé, en prenant une gorgée de café noir. Evander a poussé un long et lourd soupir et a baissé les yeux sur ses mains. « Pas bien, Corbin. »« Pas bien du tout, mais ils essaient désespérément de le cacher. »« Cacher quoi ?» Je me suis penché, mon intérêt piquant. « Vaughn est complètement fauché », a murmuré Evander, vérifiant que personne n'écoutait. Il a perdu sa licence immobilière il y a 3 ans après qu'une affaire louche a mal tourné. Ses revenus sont nuls. Au lieu de trouver un vrai travail, il a commencé à jeter de l'argent dans de terribles investissements en crypto, essayant de devenir riche rapidement. Il a complètement anéanti ses économies. Il est endetté jusqu'au cou avec des deuxièmes hypothèques sur cette immense maison qu'ils ont achetée. J'ai absorbé cette information, une froide satisfaction s'épanouissant dans ma poitrine. Est-ce que Sutton est au courant? Evander a secoué la tête rapidement. Non. Vaughn a une peur bleue d'elle. Elle vient de la vieille bourgeoisie et elle se soucie profondément du statut. Elle pense que Vaughn fait de la consultation indépendante et gagne une fortune. Elle croit toujours que l'argent que Deline leur a donné pour la maison il y a des années était un héritage légitime d'un oncle riche. Si Sutton savait la vérité, qu'ils sont en faillite et survivent grâce à des cartes de crédit secrètes, elle demanderait le divorce demain et prendrait les 3 enfants. C'était parfait. Il vivait un mensonge fragile et désespéré, et j'étais sur le point d'être le tremblement de terre qui le briserait. J'ai dit à Evander de venir à la fête. Il a accepté, réalisant qu'il y avait une pointe très calculée dans ma voix. Je suis rentré chez moi et j'ai méticuleusement préparé mon salon. J'ai engagé un technicien audiovisuel pour installer un immense projecteur intelligent de pointe qui descendait du plafond à la pression d'un seul bouton. Je l'ai synchronisé avec un dossier crypté hautement sécurisé sur mon téléphone. À l'intérieur de ce dossier se trouvaient les scans haute résolution du rapport de police d'il y a 14 ans, les demandes de cartes de crédit falsifiées, l'ordonnance restrictive, et la trace écrite montrant le virement exact de mon fonds en fiducie volé. Et cela nous ramène directement au présent. Le soir de l'invitation sanglante, mon salon était plein de vie. Des serveurs en chemise blanche impeccables circulaient avec des plateaux de champagne cher et d'amuse-gueule gastronomique. Je me tenais près de l'îlot de cuisine avec Gideon et Méric, le brillant et impitoyable avocat d'affaires qui avait géré mon rachat de plusieurs millions de dollars. Quand les portes d'entrée se sont ouvertes, Deline, Vaughn et Sutton sont entrés. Le contraste entre eux et mes invités était incroyablement choquant. Mes invités étaient détendus, sûrs de leur immense succès. Ma famille est entrée avec une énergie nerveuse, agressive et désespérée. Vaughn avait l'air bouffi, transpirant dans son costume serré. Sutton regardait autour d'elle avec des yeux qui calculaient immédiatement le prix massif de ma maison. Deline avait juste l'air abasourdi. Elle fixait le lustre en cristal importé, puis moi, complètement incapable de comprendre comment le garçon qu'elle avait jeté dans la neige se tenait dans un manoir de 2,5 millions de dollars. Je me suis approché, projetant l'image d'un hôte gracieux. « Bienvenue », ai-je dit doucement. « Je suis heureux que vous ayez pu venir. » Corbin, a réussi à dire Deline, la voix tendue et forcée. « C'est un sacré endroit. Tu le loues avec des colocataires ? » « Je le possède, » ai-je dit, en prenant une gorgée d'eau pétillante. « Payez comptant. » Vaughn a laissé échapper un rire forcé, creux et jaloux. « Waouh, l'argent de la tech doit être sympa. Ça doit être facile de rester assis devant un ordinateur toute la journée pendant que le reste d'entre nous travaille dans le monde réel. » J'ai souri. Un sourire de requin mort. Ça a ses récompenses, Vaughn. Au cours de l'heure suivante, je les ai regardés se décomposer. Sutton a bu 3 verres de vin très rapidement, se plaignant bruyamment à quiconque voulait l'entendre de la difficulté d'élever 3 enfants avec un salaire de consultant. Elle regardait mon salon spacieux avec une envie pure et sans mélange. Deline, pendant ce temps, faisait ce qu'elle faisait toujours. Elle manipulait le récit. Elle m'a pris à part, essayant de se comporter comme un parent fier et aimant devant mon PDG milliardaire.
Vous savez, j'ai beaucoup poussé Corbin quand il était jeune, a-t-elle annoncé à voix haute. Parfois, l'amour vache est le seul moyen de forger un vrai caractère. J'ai senti mon sang se glacer, mais j'ai gardé mon sourire en place. Finalement, la foule s'est naturellement dirigée vers le centre de l'immense salon pour un toast. J'ai levé mon verre pour remercier Gideon et Méric pour leur soutien. Alors que les applaudissements s'éteignaient, Deline s'est avancée, se plaçant juste au centre de la pièce. Elle s'est éclaircie la gorge bruyamment, exigeant l'attention. Voir la belle maison de Corbin aujourd'hui m'a fait réaliser à quel point la famille est importante, a-t-elle commencé, son ton faussement doux. Et voir tout cet espace vide, eh bien, ça n'a tout simplement pas de sens. Corbin est un homme célibataire, mais Vaughn et Sutton ont 3 beaux enfants qui ont besoin d'espace pour grandir. Elle s'est tournée directement vers moi, abandonnant son air doucereux, ses yeux devenant durs et autoritaires. Corbin, il est temps que tu te montres à la hauteur pour ta famille. Cède les chambres principales à ton frère et déménage au sous-sol. C'est un devoir familial. Le silence dans la pièce était absolu. On aurait pu entendre une mouche voler. Méric avait l'air horrifié. Le visage de Gideon est devenu rouge vif de colère. Vaughn a bombé le torse, attendant que j'obéisse. Je suis resté là, à les regarder. 14 ans de douleur cristallisée en ce seul instant. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti la petite télécommande noire. Je pense qu'il y a quelques petites choses que Sutton a besoin de voir avant de faire ses valises, ai-je dit doucement, ma voix se transformant en glace, et j'ai appuyé sur le bouton. Les lumières de l'immense salon se sont instantanément tamisées avec un léger bourdonnement mécanique. L'énorme écran de projection est descendu du plafond juste derrière ma mère et mon frère. Le piège s'était violemment refermé. Tous les yeux dans la pièce ont passé du visage exigeant et arrogant de Deline à la lumière vive et crue de l'immense écran. J'avais mon téléphone synchronisé avec le système dans ma main. D'un seul geste délibéré de mon pouce, le premier document a rempli l'écran. C'était un scan haute résolution du rapport de police officiel. L'entête montrait clairement, indéniablement, le logo en gras du département de police de Boston, daté d'il y a exactement 14 ans. Le visage de Deline a instantanément perdu toute sa couleur. La matriarche suffisante et autoritaire a disparu dans les airs, remplacée par une femme pâle, tremblante et terrifiée qui a soudainement réalisé qu'elle venait de marcher aveuglément dans un champ de mine. Vaughn a fait un pas en arrière, heurtant durement le bord de la table basse en verre, les yeux écarquillés de panique absolue. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a demandé Sutton, sa voix aiguë, plissant les yeux vers l'écran. Elle ne comprenait pas encore. Elle fonctionnait toujours sous la grande illusion qu'elle était mariée à un homme très prospère et respectable. Ça, ai-je dit, ma voix résonnant fort dans la pièce silencieuse, c'est un rapport de police pour crime grave déposé par moi il y a 14 ans, juste après avoir été expulsé de ma maison d'enfance et forcé de dormir dans une voiture glaciale au milieu d'un hiver de Boston. J'ai de nouveau balayé l'écran avec mon pouce. L'écran a changé. Il affichait maintenant une série de demandes de cartes de crédit et un contrat de prêt personnel massif. J'ai utilisé la fonction de pointeur laser de mon téléphone pour surligner la ligne de signature au bas des documents. Regarde très attentivement cette signature, Sutton, ai-je ordonné, ma voix d'un calme mortel. Remarque comment mon deuxième prénom est mal orthographié. C'est parce que je n'ai pas signé ces papiers. Ma mère l'a fait. Elle a utilisé mon numéro de sécurité sociale pour contracter 80 000 $ de dettes frauduleuses. Des halètements ont parcouru la foule de mes riches invités. Gideon a serré ses poings massifs, faisant un pas menaçant vers Vaughn. Méric, mon avocat d'affaires, a posé son verre de champagne sur le comptoir en marbre avec un cliquetis sonore, son expression se transformant entièrement en pierre. « Tu mens » a hurlé Deline, retrouvant enfin sa voix. Son ton était hystérique, abandonnant complètement son attitude raffinée et riche. « C'est une fabrication. Tu as falsifié ces ordures pour nous humilier devant tes amis. » « Je n'ai besoin de rien falsifier, Deline, » ai-je répondu froidement, en utilisant son prénom. C'était incroyablement valorisant. Parce que la diapositive suivante montre exactement où sont allés ces 80 000 $, ainsi qu'une autre transaction très intéressante. J'ai balayé à nouveau. Des relevés bancaires officiels sont apparus sur l'écran géant. Ils montraient le prêt frauduleux déposé sur un compte, puis un virement immédiat. Mais juste en dessous se trouvait un document beaucoup plus grand, beaucoup plus dévastateur. C'était le relevé de virement du fonds en fiducie de mon grand-père.
150 000 $. Le compte de destination, à la fois pour l'argent du prêt volé et pour le fonds en fiducie volé, était surligné en jaune vif et éclatant. C'était un compte courant joint au nom de Vaughn et Sutton. Sutton a poussé un grand cri, sa main volant pour couvrir sa bouche. Elle a fixé l'écran géant, lisant les chiffres encore et encore, puis s'est tournée lentement pour regarder son mari. Vaughn transpirait abondamment maintenant, s'essuyant le front avec sa manche. Il ressemblait à un rat acculé, ses yeux se dirigeant frénétiquement vers la porte d'entrée. Vaughn, a murmuré Sutton, sa voix tremblant violemment. Cette date, ce montant exact, c'est le montant exact de notre acompte massif en espèces pour notre manoir. Tu m'as dit que cet argent était un héritage. Tu m'as juré que ton oncle riche était décédé et te l'avait laissé. Le mot héritage est resté suspendu dans l'air mortellement silencieux comme une blague macabre et tordue. C'était un cadeau, a balbutié Vaughn, levant les mains en signe de défense, s'éloignant de sa femme. Maman nous l'a donné en cadeau. Je ne savais pas d'où elle l'avait eu. Je le jure. Tu savais exactement d'où elle l'avait eu, ai-je lancé, ma voix tranchant ces mensonges pathétiques comme une lame de rasoir. Tu étais assis à la table de la cuisine et tu l'as regardé me dire qu'elle avait vidé mon fonds en fiducie pour mes études d'ingénieur. Et quand cela n'a pas suffi à couvrir tes meubles italiens de luxe, tu l'as regardé voler mon identité. Tu as construit toute ta vie fausse et pathétique sur mon dos pendant que je dormais dans une voiture gelée et que je mourais de faim. La pièce était électrique de tension. Et Vendée, mon père, s'est frayé un chemin vers l'avant de la foule. Son visage était rouge vif de honte et de colère furieuse. Il connaissait des parties de cette histoire, mais voir les rapports de police réels, les signatures falsifiées, et l'ampleur indéniable du vol a brisé quelque chose de profond en lui. Sutton était en hyperventilation maintenant. C'était une femme fière qui se souciait profondément de faire les choses correctement. La réalisation horrible que son magnifique manoir de banlieue, le fondement même de son mariage, avait été acheté avec de l'argent volé à un adolescent maltraité, la déchirait en temps réel. Tu m'as laissé croire que nous avions mérité cette maison, s'est écrié Sutton, des larmes coulant sur son maquillage coûteux. Tu m'as laissé m'asseoir ici ce soir et exiger sa maison. Oh mon Dieu, Vaughn, tu es un criminel. Vous êtes tous les deux des criminels dégoûtants. Le masque de l'enfant chéri avait complètement fondu, mais la matriarche avait encore une dernière carte désespérée à jouer. Jusqu'où une narcissique ira-t-elle pour défendre l'indéfendable? J'ai balayé une dernière fois. Le dernier document affiché sur l'écran massif était l'ordonnance restrictive permanente émise par le tribunal il y a 14 ans. J'ai passé les 4 années suivantes de ma vie à travailler 100 heures par semaine, détruisant mon corps dans un entrepôt pour rembourser cette dette massive afin qu'elle n'aille pas en prison fédérale, ai-je déclaré à la salle. Mais mes yeux étaient rivés sur ma mère. J'ai acheté ma liberté. J'ai construit ma société de logiciels. J'ai gagné ma richesse. Chaque centime. Tu n'as absolument aucun pouvoir ici. Tu n'as aucune prétention ici. Cette maison est à moi. Deline était acculé, complètement exposé devant des gens incroyablement puissants et prospères. Tout son récit soigneusement élaboré d'être le parent altruiste, aisé et adepte de l'amour vache était brisé en 1 million de morceaux tranchants. Mais les narcissiques ne s'excusent pas quand ils sont pris. Ils redoublent d'efforts. J'ai fait ce que je devais faire pour cette famille, a-t-elle crié, pointant un doigt tremblant et désespéré vers moi. Vaughn avait besoin d'une maison. Il avait une femme à impressionner. Tu n'étais qu'un gamin. Tu avais le temps de te débrouiller. Une mère doit faire des choix difficiles. Tu devrais être à genoux pour me remercier. Si je ne t'avais pas poussé dehors dans le froid, tu n'aurais jamais travaillé assez dur pour obtenir ce manoir. C'est moi qui t'ai fait. L'audace à couper le souffle de sa déclaration a envoyé une onde de choc physique à travers la pièce. Elle essayait en fait de s'attribuer le mérite de mes millions. Avant que je puisse même formuler une réponse à ce niveau terrifiant d'illusion, une voix froide et autoritaire a percé l'air. En tant qu'avocat d'affaires, permettez-moi de clarifier quelque chose pour vous, madame. C'est Émeric. Il s'est avancé, ajustant sa veste de costume coûteuse, regardant Deline avec un dégoût absolu. Ce que vous avez fait n'est pas de l'amour vache. C'est un crime de 2e degré. La seule raison pour laquelle vous ne portez pas actuellement une combinaison orange dans un pénitencier fédéral est due à l'extraordinaire miséricorde de votre fils. Je vous suggère fortement de fermer votre bouche avant que je ne conseille à mon client de rouvrir l'enquête criminelle.
Deline a fermé la bouche d'un coup sec, sa mâchoire tremblante. Puis Évandé a complètement perdu les pédales. « Ferme ta bouche, Deline » a crié mon père, se mettant juste en face d'elle. Il avait passé toute sa vie à éviter les conflits avec elle, choisissant la lâcheté. Mais pas ce soir. N'ose pas t'attribuer le mérite du génie de Corbin. Tu ne l'as pas fait. Tu as essayé de le briser. Tu as volé le fonds en fiducie que mon père avait mis en place. Tu es un parasite toxique et abusif. Se faire réprimander si brutalement par son ex-mari devant une foule de millionnaires de la tech était l'humiliation suprême. Elle a physiquement reculé, cherchant du soutien auprès de Vaughn. Mais Vaughn était trop occupé à essayer d'empêcher sa propre vie d'imploser. Sutton vibrait d'une rage violente. Elle a poussé Vaughn fort dans la poitrine. « Ne me touche pas » a-t-elle sifflé venimeusement alors qu'il tentait de lui saisir le bras. « As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ? Tu m'as fait passer pour une idiote absolue. Tu m'as amené dans la maison de cet homme pour essayer de le voler à nouveau. Sutton, chérie, s'il te plaît, on peut en parler à la maison, » a supplié Vaughn, sa voix se brisant pitoyablement. Il avait l'air incroyablement pathétique. L'enfant chéri était définitivement terni. « Il n'y a pas de maison, Vaughn » a craché Sutton, sa voix résonnant contre les plafonds voûtés. « Notre maison est construite sur un crime. Tu m'as menti sur l'héritage. Sur quoi d'autre as-tu menti ? Évandé m'a dit dehors que tu n'as même plus de licence immobilière, est-ce qu'on paie au moins l'hypothèque ? » Vaughn a tressailli violemment, et cette minuscule micro-expression était tout ce dont Sutton avait besoin de voir. Ses yeux se sont écarquillés d'une horreur pure et sans mélange alors qu'elle réalisait que toute sa stabilité financière était un mirage complet. « Je veux le divorce » a dit Sutton. Les mots sont tombés sur le sol comme une lourde enclume de fer. « J'appelle les avocats de ma famille dès demain matin. Je prends les enfants et je te quitte. »« Tu ne peux pas faire ça » est intervenue Deline, saisissant désespérément l'épaule de Sutton. « Nous sommes une famille. Nous restons soudés. » Sutton a violemment arraché son épaule de la prise de ma mère. « Ne me touchez plus jamais. Vous êtes un monstre. Vous avez volé votre propre enfant. Si vous pouvez lui faire ça, Dieu sait ce que vous feriez à mes enfants. » Sutton s'est tourné vers moi. Son visage était rouge, des larmes coulant sur ses joues. « Corbin, je suis si incroyablement désolé. Je ne savais pas. Je te le jure sur ma vie, je ne savais pas. » « Je sais, Sutton, » ai-je dit doucement, éteignant le projecteur. Ma colère n'était pas dirigée contre elle. Elle était une victime collatérale du jeu malsain de Deline. « Prends tes enfants, rentre chez toi, protège-les. » Elle a hoché la tête frénétiquement, a attrapé son sac à main de créateur, et est sortie en trombe par les immenses portes d'entrée. Nous avons pu entendre le crissement strident des pneus alors qu'elle s'éloignait à toute vitesse de l'allée, laissant son mari complètement en plan. Vaughn est resté figé, regardant la porte se fermer. Il venait de perdre sa femme riche, ses enfants, et toute sa fausse façade de succès en l'espace de 10 minutes. Il s'est tourné vers moi, son visage tordu par un mélange de haine et de désespoir. « Tu es content maintenant » a-t-il crié, des larmes d'apitoiement sur soi montant à ses yeux. « Tu as ruiné ma vie. » Gideon, qui bouillait de rage depuis tout ce temps, est finalement intervenu. Il s'est avancé droit sur Vaughn, poitrine contre poitrine. Gideon était un type grand et costaud de l'entrepôt, et il semblait prêt à démolir mon frère. « Il n'a pas ruiné ta vie » a grogné Gideon, sa voix dangereusement basse. « Tu l'as ruiné à la seconde où tu as décidé d'être un parasite. Maintenant, toi et ta mère, vous allez faire demi-tour et sortir par ces portes avant que je ne vous jette physiquement par les fenêtres de devant. » Les agents de sécurité entraient déjà dans le salon, escortés par Méric. Deline a regardé autour d'elle, cherchant un seul visage sympathique. Elle n'a trouvé que du dégoût froid et dur. Son pouvoir avait complètement disparu. Elle a redressé sa veste, a levé le menton dans une tentative pathétique de maintenir sa dignité, et m'a lancé un regard noir. « Tu es mort pour moi » a-t-elle sifflé. « Le sentiment est entièrement mutuel » ai-je répondu. « Maintenant, quitte ma propriété. » Ils sont sortis dans la douce nuit d'été, deux personnes misérables et brisées qui avaient enfin fait face aux conséquences horribles de leurs propres actions. Mais qu'advient-il des enfants laissés dans les décombres d'une famille brisée ? 6 mois ont passé. La poussière de la pendaison de crémaillère est retombée,
mais les débris juridiques et financiers laissés dans le sillage de Vaughan étaient absolument spectaculaires. Par l'intermédiaire des Vendée, je me suis tenu au courant de la situation. Sutton a demandé le divorce dès le lendemain matin. Au cours de la phase agressive de découverte des procédures judiciaires, la vérité incroyablement laide sur les finances de Vaughan a été traînée au grand jour. Il avait passé les 3 dernières années à injecter des avances de fonds de cartes de crédit dans des investissements douteux, essayant de toucher le jackpot. Leur magnifique manoir de banlieue, celui acheté avec mon fonds en fiducie volé de 150 000 $, était lourdement grevé de multiples deuxièmes hypothèques. La banque l'a immédiatement saisi. Vaughan a été contraint de déclarer une faillite totale et dévastatrice. Il a été dépouillé de tous ses biens et de sa fierté. Sutton a obtenu la garde physique complète des 3 enfants, citant son instabilité financière grave et son comportement de joueur. Sans emploi, sans femme riche et sans maison, l'enfant chéri n'avait nulle part où aller. Vaughan a dû faire ses valises bon marché et retourner vivre dans l'appartement exigu et vieillissant de Deline. C'était une pure justice poétique. 2 narcissiques complètement dépouillés de leur argent et de leur public, enfermés ensemble dans une petite boîte. Selon les Vendée, ils étaient complètement misérables. Sans moi pour servir de bouc émissaire commode, ils se sont retournés violemment l'un contre l'autre. Leur appartement est devenu un champ de bataille quotidien de disputes hurlantes et de ressentiments amers. Tante Zola, le singe volant, a même essayé de m'appeler un après-midi pour me crier dessus d'avoir ruiné la famille. Je n'ai pas dit un mot. Je lui ai juste envoyé par email le PDF du dossier de la police de Boston. Elle n'a plus jamais appelé mon numéro. Alors que j'ai complètement et définitivement coupé Deline et Vaughan de ma vie, j'ai fait un choix très différent concernant Sutton et les enfants. Quelques semaines après la finalisation du divorce houleux, j'ai invité Sutton à prendre un café. Elle avait l'air épuisée, portant le lourd fardeau de la monoparentalité, mais ses yeux étaient beaucoup plus clairs. Elle était libérée des mensonges. Je lui ai tendu une épaisse enveloppe manille. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques complexes rédigés par Merrick. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, l'air confus. « Ce sont des fonds en fiducie pour l'éducation, en béton », ai-je expliqué doucement. Un pour chacun des 3 enfants. Je les ai entièrement financés. Il y a assez d'argent dans chaque compte pour payer 4 années complètes de frais de scolarité dans n'importe quelle grande université du pays, plus le logement. Sutton a fixé les papiers, ses mains tremblant violemment, les larmes montant à ses yeux. Corbin, je ne peux pas accepter ça. Pas après ce que Vaughan t'a fait. Tu ne savais pas, l'ai-je rassuré. Et les enfants sont entièrement innocents. Je sais exactement ce que l'on ressent quand on se fait violemment voler son avenir. Je sais ce que l'on ressent quand on panique pour payer les manuels scolaires en dormant dans la neige glaciale. Je ne laisserai jamais mes neveux et ma nièce connaître cette douleur. Mais il y a des conditions très strictes. J'ai montré une clause spécifique surlignée en jaune vif. L'argent est bloqué. Il ne peut être versé directement qu'à un établissement d'enseignement accrédité. Ni toi, ni Vaughan, ni Deline ne pourraient jamais accéder à un seul centime du capital ou des intérêts. C'est blindé. Le cycle de l'abus financier s'arrête officiellement avec ma génération. Sutton s'est effondré en sanglots en plein milieu du café. Elle a tendu la main sur la table et a saisi la mienne, la serrant fermement. Au cours des années suivantes, j'ai bâti une relation authentique et incroyablement saine avec mes neveux et ma nièce. Je suis devenu l'oncle amusant, riche et encourageant. Comme Sutton avait la garde principale, je n'ai jamais eu à m'inquiéter de croiser Vaughan. J'ai assisté à leurs pièces de théâtre à l'école. Je leur ai acheté des ordinateurs portables. J'ai commencé à apprendre au plus grand à écrire du code de base sur l'immense porche de mon manoir. Quand il était frustré et voulait abandonner, je posais ma main sur son épaule et je lui disais qu'il était brillant. Je m'assurais que ma voix était pleine d'une conviction absolue. J'ai remplacé le doute de soi toxique que ma famille avait l'habitude de répandre par un soutien indéfectible. J'ai 32 ans maintenant. Je suis complètement en paix. J'ai appris à la dure que le sang n'est qu'un accident biologique. Il ne garantit pas l'amour, le respect ou la loyauté. La famille n'est pas quelque chose dans lequel on est automatiquement. C'est quelque chose que l'on construit soigneusement, pièce par pièce, à travers des luttes partagées, un respect mutuel et un soutien sans faille. Il y a 14 ans, je suis parti de ma maison d'enfance avec rien d'autre qu'un sac de sport bon marché et un cœur brisé. Ils ont essayé de m'enterrer sous une montagne de dettes et de manipulations.
Ils ont essayé de sacrifier tout mon avenir pour financer leur vie fausse et creuse, mais ils n'ont pas réalisé qu'ils ne faisaient qu'enterrer une graine. J'ai grandi dans l'obscurité. J'ai construit une forteresse massive qu'ils ne pourraient jamais percer. Et le moment venu, je ne me suis pas seulement protégé. J'ai rétabli la vérité, puni les coupables, et protégé les enfants innocents pris dans leur toile. Beaucoup de gens disent que j'ai été trop cruel en ruinant le mariage de mon frère et en plongeant ma mère dans la misère. Mais si vous aviez été privé de tout à 18 ans, que feriez-vous? Ai-je eu tort? Merci d'être resté et d'avoir écouté mon histoire. Nous avons tous des personnes toxiques dans nos vies et leur tenir tête n'est jamais facile. Avez-vous déjà dû tracer une ligne dure avec un membre de votre famille pour protéger votre paix? Veuillez partager vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire et que vous voulez en entendre d'autres sur la survie, le retournement de situation et la victoire dans la vie, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Nous construisons une communauté de gagnants ici. Restez forts, protégez vos limites, et je vous dis à la prochaine.